Salut à tous, on se retrouve pour la watchlist du mois de janvier 2021. En janvier j'ai vu pas mal de films d'horreur parce que j'ai participé au festival de Gérardmer fin janvier. Je vous ai fait une vidéo, je vous mets le lien en haut à droite. Je ne vais absolument pas revenir sur les films que j'ai vus pendant le festival, sinon ça serait beaucoup trop redondant. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si c'est pas encore fait. Je commence tout de suite avec les films que j'ai vus à la maison. J'ai vu le film Nous avons toujours habité le château, qui est donc l'adaptation cinématographique d'un roman de Shirley Jackson qui porte le même titre et que j'ai lu assez récemment. Il me semble que je vous en ai parlé dans la watchlist de décembre 2020. J'avais adoré le roman et j'étais vraiment curieuse de voir ce que ça allait donner en film, et j'ai quand même été assez déçue parce que l'adaptation du film ne ressemblait pas à l'image que moi je m'étais fait de l'histoire, et c'est forcément le jeu quand on connaît le livre avant de voir le film. Pour l'histoire, on suit deux sœurs et leur oncle qui vivent en reclus à l'intérieur d'une immense demeure. Leurs parents sont morts, tous les membres de leur famille sont morts durant un dîner, ils ont tous été empoisonnés. La grande sœur Constance a été suspectée du meurtre puis elle a été innocentée, mais malgré tout, tous les habitants du village d'à côté restent persuadés que les deux sœurs sont coupables du meurtre, et elles vivent vraiment en ermite jusqu'au jour où il y a un de leurs cousins dont elles n'avaient pas eu de nouvelles depuis de très nombreuses années qui refait surface, qui fait irruption au château et qui a l'air d'en vouloir à leur argent. En soi, l'adaptation n'est pas mauvaise parce que le film est quand même assez fidèle au roman, que ce soit au niveau de l'histoire, de la façon dont ça se déroule, de la psychologie des personnages, des relations même entre les personnages. Mais moi déjà, ce qui m'a dérangé en tout premier lieu, c'est que le film se passe dans les années 50-60, alors que moi j'imaginais quelque chose de beaucoup plus ancien que ça, ce qui fait que la représentation physique des personnages ou de leur lieu de vie ne correspondait pas du tout à l'image que moi je m'en étais faite, tout comme la maison qui dans le roman est décrit comme un immense manoir avec de très grandes pièces, de très grands volumes, un immense escalier dans le hall d'entrée. Ici dans le film c'est juste une très grande maison, et du coup j'étais quand même assez déçue des décors. Mais je pense que si vous n'avez pas lu le livre, que si vous ne le connaissez pas du tout, vous pouvez regarder le film et il n'y a rien qui vous choquera. Pour le casting, on retrouve Alexandra Daddario et Taissa Farmiga qui jouent donc les deux sœurs Constance et Marie-Catherine. Pour leur oncle, on retrouve Crispin Glover qui est un acteur que j'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup aimé dans ce rôle-là, mais pareil, ça fait partie des petites différences que j'ai trouvées par rapport au roman, parce que pour moi, dans le livre, il était beaucoup plus vieux que ce que Crispin Glover ne l'est, donc ça m'a un petit peu dérangée, mais comme j'aime beaucoup l'acteur, j'ai passé l'éponge. Ensuite, sur la plateforme de streaming Outbuster, j'ai vu le film Cohérence, qui n'est pas un film d'horreur mais qui est un film de science-fiction. C'est un film que je voulais voir depuis très longtemps parce que dedans il y a l'acteur Nicholas Brendon qui jouait Alex dans Buffy contre les vampires, et c'était mon personnage préféré, j'adore cet acteur. Le film était jusque là inédit en France, il n'est jamais sorti en DVD, en Blu-ray, il n'est jamais sorti en salle. C'est donc une exclue qu'il y a eu sur Outbuster. D'ailleurs je leur ai fait un petit top 5 si ça vous intéresse de le regarder, je vous mettrai le lien dans la description. Dans Cohérence, on va suivre un groupe d'amis à Los Angeles qui organise un grand repas de retrouvailles. On comprend rapidement que ça fait plusieurs temps qu'ils ne se sont pas tous retrouvés ensemble au même moment, et durant la soirée on apprend qu'il y a une comète qui est en train de passer au-dessus de la Terre, et qu'au dernier passage de la même comète il y avait eu des phénomènes inexpliqués qui avaient été reportés, et on comprend assez rapidement que la bande d'amis va connaître à son tour des événements très étranges, des événements qui vont venir troubler leur réalité. Alors je vais pas trop vous en dire sur ce film parce que vraiment c'est le genre de film qu'il faut découvrir en sachant le moins possible. Je voulais faire une vidéo dessus, mais j'avais peur de trop en dire et de vous gâcher la surprise, donc je n'ai pas fait de vidéo dessus. Je vous invite même à ne surtout pas regarder le trailer parce que pour moi il en montre beaucoup trop et ça serait vraiment dommage de se gâcher la surprise, parce que c'est vraiment un très bon film qui est vraiment captivant, qui va vous plonger dans une ambiance très particulière avec cette bande d'amis qui s'entend très bien mais qui a quand même quelques petites tensions sous-jacentes, plus le fait de cette comète qui passe au-dessus de la Terre qui crée un sentiment de paranoïa. J'ai adoré, l'ambiance est hyper anxiogène, hyper angoissante tout au long du film. J'étais vraiment mal à l'aise en fait pour les personnages, et au fur et à mesure que les scènes se déroulent et qu'on en apprend toujours un petit peu plus, c'est vraiment glaçant. Vraiment, je vous invite chaudement à le regarder. J'ai également vu le film The Empty Man, qui était un film dont je vous avais parlé dans une vidéo au tout début de l'année 2020. Peut-être dans la vidéo preview 2020 ou dans les films que j'attends le plus pour l'année 2020.
En tout cas c'est un film qui a été extrêmement retardé, il est toujours pas sorti en France donc voilà, il est inédit. J'avais de grosses espérances sur ce film mais j'ai vraiment été hyper déçue. Le pitch de départ m'intéressait, avec l'histoire d'un flic qui a un passé traumatique, on apprend rapidement qu'il a perdu des membres de sa famille. Il va se mettre à enquêter sur la disparition d'une jeune fille dans sa petite ville et il va devoir faire face à une espèce de légende urbaine locale qui est donc The Empty Man et à des membres de sectes. Donc voilà, pour moi il y avait quand même tous les ingrédients qui étaient réunis pour me faire passer un bon moment. Vous savez à quel point j'adore les films qui parlent de sectes. Sauf qu'ici ça ne prend pas du tout. Le scénario je le trouve quand même assez incohérent. Il y a beaucoup trop d'idées qui sont jetées un petit peu au hasard on dirait. En plus de ça le film dure très longtemps et on a vraiment le temps de s'ennuyer. Je trouve ça vraiment dommage quand dans un film on s'ennuie et qu'on a hâte de voir la fin et qu'en plus quand la fin arrive elle est quand même plutôt décevante. Donc sincèrement celui-là vous pouvez faire l'impasse dessus. Ensuite sur la plateforme de streaming Shadows, j'ai regardé 2 courts-métrages. En ce moment j'essaye de regarder de plus en plus de courts-métrages et j'y reviendrai sur certains en fait sur la chaîne dans des vidéos qui leur seront consacrées. Mais en janvier j'ai regardé le court-métrage Jusqu'où de Kevin Meffre qui est vraiment glaçant. Alors c'est pas un court-métrage d'horreur à proprement parler mais la situation est tellement horrible que ça en fait presque une histoire d'horreur. On y suit le personnage de Nathan qui est un jeune écrivain, scénariste qui a rendez-vous avec son producteur pour faire valider en fait ce qu'il vient d'écrire et le rendez-vous tourne de plus en plus mal. Il y a une espèce d'ambiance hyper angoissante, hyper malsaine. On sent qu'il va se passer quelque chose mais on n'arrive pas exactement à mettre le doigt dessus. C'est très malaisant et le film va interroger Nathan pour savoir jusqu'où il est prêt à aller pour voir son œuvre publiée. Sincèrement c'est un film qui fait écho à l'actualité, voilà, à tous les témoignages qu'on a quasiment chaque jour sur les médias par rapport au harcèlement dans les milieux artistiques notamment. J'ai adoré parce qu'en fait avec son sujet il aurait pu partir beaucoup plus loin et faire peut-être quelque chose d'un petit peu trop trash ou d'un petit peu trop vulgaire. Ici ça reste toujours dans la retenue et à la limite ce que j'aime bien c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, qui se passent hors champ et finalement c'est bien pire de se les imaginer par soi-même que de les voir à l'écran. J'ai vraiment aimé parce qu'il a vraiment réussi à capter l'essence de ses personnages en très peu de temps. Le court-métrage dure 17 à 18 minutes il me semble et en fait dès le début du court-métrage on comprend tout de suite qui sont les personnages, leur personnalité, quelles sont leurs ambitions. Malgré tout c'est très clair, il y en a ni trop ni pas assez, même je trouve qu'il a su s'arrêter au bon moment au niveau de son histoire. J'ai adoré la scène de fin qui amène beaucoup de choses et qui renvoie à pas mal de questions qu'on peut se poser. Sincèrement c'est une pépite, je vous conseille vivement de le regarder et je suis impatiente de voir les prochains projets de Kevin Meffre. J'ai également regardé le court-métrage D-Book, toujours sur Shadows, qui était un court-métrage que je voulais voir depuis très longtemps, surtout quand j'avais fait ma vidéo sur le film The Vigil. C'était un court-métrage qui revenait assez souvent et j'en ai beaucoup entendu parler, il a gagné beaucoup de prix. Et vraiment, encore une fois, j'ai pas du tout été déçue, c'était vraiment une super bonne surprise. On suit le personnage de Dan qui fait partie de la communauté juive. Il va retrouver Sarah dont le mari semble possédé par une sorte d'entité démoniaque et il va réunir un conseil d'hommes pour pouvoir procéder à une sorte de rituel d'exorcisme. Alors je sais que les termes sont pas exactement les mêmes dans la religion juive que dans la religion catholique et justement moi c'est ce que j'ai aimé en fait dans ce court métrage comme dans le film The Vigil, c'est que pour une fois on explore un autre côté de la possession démoniaque. Voilà, on a l'habitude de la religion catholique, on a l'habitude du rituel romain d'exorcisme, on l'a vu et revu dans les films. Et là je trouve ça intéressant d'avoir ce point de vue là et ce que j'ai beaucoup aimé surtout dans ce court métrage c'est vraiment le sentiment de communauté et de solidarité qu'il en ressort parce qu'en fait Dan réunit plusieurs hommes de plusieurs horizons différents, en fait ils ont un petit peu tous les âges et ils vont tous s'unir pour faire face à cette espèce de démon et pour soutenir cette femme dont le mari est possédé. J'ai trouvé en fait hyper beau le sentiment de solidarité en fait qui se dégage de cette histoire. Et là aussi comme pour le court métrage précédent, j'ai adoré la scène de fin qui est captivante, qui m'a collé les frissons. Je vais pas vous en dévoiler plus, sincèrement regardez-le, mais vraiment la scène de fin elle est absolument magnifique avec ce travelling arrière qui est fait sur le personnage de Dan et sur son environnement. C'était parfait pour finir ce court métrage. Et toujours sur Shadows, j'ai regardé le film Scanners de David Cronenberg. Je continue mon périple à travers la filmographie de David Cronenberg depuis l'année dernière.
Comme tout le monde, je pense que je connaissais la scène où on a le type qui a la tête qui explose. Voilà, je pense que c'est un des gifs qu'on a le plus vu sur internet depuis que internet existe. Mais je ne connaissais pas du tout l'histoire du film Scanners. On va donc suivre une sorte de société scientifique qui étudie les scanners, qui sont donc des personnes un peu médiums qui ont le don d'entendre les pensées des gens et de pouvoir interagir avec les pensées des autres. Ils vont recruter des personnes qui vont leur permettre de recruter d'autres scanners, et le personnage de Cameron, qui est donc lui-même un scanner, va découvrir qu'il y a une espèce de force obscure autour de tout ça, et il va faire la rencontre d'un autre personnage qui a des intentions beaucoup plus diaboliques que lui. Alors franchement, c'est un bon film, j'ai passé un bon moment en le regardant, je ne me suis pas ennuyée, la scène de fin est géniale, c'est le maximum de tension possible dans un film est réunie dans la scène de fin. Elle est vraiment géniale, j'ai adoré. L'acteur Michael Ironside qui joue le méchant est parfait dans ce rôle, et vraiment ouais, la scène de fin est très intense et vraiment prenante. Je l'ai regardée avec une copine et on a revu immédiatement la scène de fin pour pouvoir l'apprécier encore mieux, c'est pour dire. Mais le seul défaut du film, alors je sais qu'il est daté et je prends en compte le fait que le film soit ancien, mais sincèrement les acteurs secondaires et les figurants sont en roue libre dans le film. J'ai jamais vu autant de gens qui jouaient mal réunis dans le même film. C'était franchement, je vais pas dire catastrophique, mais franchement il y a des fois où ça prêtait à rire parce que les gars en faisaient tellement trop. Les scènes où les personnages meurent par exemple, ils sont dans l'excès le plus total, et c'est vrai que maintenant quand on le voit avec un peu de recul, c'est hyper décalé en fait de voir ça. Après ça ne gâche pas le film, ça n'en fait pas un mauvais film pour autant. Mais sincèrement je pense que ça valait le coup de le noter. Pour les films c'est tout. Ensuite pour ce qui est des séries, j'ai regardé la première saison de La 4ème Dimension qui est disponible sur Canal Série. Je n'avais pas encore regardé cette série, je suis en train de regarder la saison 2 d'ailleurs. C'est produit et présenté par Jordan Peele qui est un réalisateur que j'adore, et je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas regardé plus tôt. Mais bon, au moins c'est chose faite. On reprend exactement le même concept que la série d'origine, La 4ème Dimension, donc The Twilight Zone, qui est de nous présenter une nouvelle histoire à chaque nouvel épisode. C'est une série d'anthologie, les épisodes ne sont pas liés les uns avec les autres. On va juste retrouver en guise d'easter egg des petits éléments en fait de chaque épisode précédent dans l'épisode suivant. Pour ce qui est des histoires, j'ai trouvé ça plutôt égal en fait sur l'ensemble de la saison, même si on a des scénaristes et des réalisateurs différents pour chaque épisode. Vraiment, pour moi c'était une très bonne saison, c'était une très bonne découverte. À noter qu'en plus sur Canal Série vous pouvez regarder l'épisode soit en couleur soit en noir et blanc, et je trouve que le noir et blanc rajoute un côté hyper angoissant aux histoires. Surtout le deuxième épisode, celui qui se passe dans un avion, le voir en noir et blanc, je trouve que ça fait vraiment tout son charme. Je l'ai trouvé vraiment flippant cet épisode. Pour moi c'est tout bon, donc j'ai super hâte de pouvoir continuer la saison 2. Et pour ce qui est des livres, j'ai lu le roman Les Corps Cachés qui est l'équivalent de la saison 2 de la série You. L'année dernière, il me semble que c'était en début d'année, j'avais lu le premier tome qui s'appelle Parfaite, qui est donc écrit par Caroline Kepnes. J'avais beaucoup aimé et j'avais bien aimé de toute façon la série You, que ce soit la saison 1 ou la saison 2. Ici on va commencer en fait tout de suite après l'équivalent de la saison 1, à savoir le personnage de Joe qui quitte New York pour aller s'installer à Los Angeles, qui va faire la rencontre du personnage de Love. Alors il y a énormément de différences entre le roman et entre la saison 2. Si vous avez vu la série, il n'y a pas toute l'histoire avec le type dont Joe vole l'identité par exemple. Le personnage de Love aussi est très différent dans la série et dans le livre. J'ai passé un super bon moment en lisant ce bouquin, et ce que j'aime énormément en fait c'est qu'on suit vraiment la pensée du personnage de Joe. C'est un psychopathe et sincèrement c'est assez glaçant en fait quand on lit l'histoire, parce qu'il y a des moments où on va le trouver plutôt attachant, on va avoir l'impression qu'il a raison d'agir de telle ou telle façon, et en fait juste la phrase d'après nous fait nous rappeler qu'il est complètement fou et que ça ne va pas du tout en fait ce qu'il est en train de faire, et qu'on ne devrait pas le soutenir ni être attaché à lui. C'est un personnage qui est hyper ambigu, c'est quelque chose que j'adore, et ici je trouve que c'est vraiment très bien retranscrit et ce personnage est absolument glaçant. J'ai très hâte de voir la saison 3 de You et de lire le tome 3. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager. Dites-moi dans les commentaires quels sont les films qui vous inspirent pour vos futures watchlists. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, je vous mets tous les liens dans la barre de description, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!